Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine d'actualité. Avant toute chose, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo que j'ai publiée qui concerne un projet que j'ai fait, enfin que je fais encore et que j'ai commencé il y a pas mal de mois. N'hésitez pas à aller la voir, ça concerne mon agence que j'ai lancée depuis janvier 2019. Pour la voir tout simplement, vous allez dans la description de ce podcast, il y a un lien qui renvoie vers toutes mes activités et de mémoire c'est le premier lien sur lequel vous cliquez. De toute façon tout est indiqué, n'hésitez pas. Cette semaine il y a pas mal d'infos, notamment sur les réseaux sociaux et on va commencer par parler d'un réseau social dont on n'a pas entendu parler depuis très longtemps, qui s'appelle MySpace. MySpace a accidentellement perdu 12 ans de musique. Alors comment ils ont fait, apparemment c'est une migration des serveurs qui auraient corrompu les fichiers. Ils ont donc tout perdu, enfin tout simplement tout a été illisible, donc ils ont dû les supprimer. En tout c'est plus de 50 millions de morceaux de musique qui ont été mis en ligne par 14 millions de musiciens pendant 12 ans qui ont été perdus. C'est vrai que pour les artistes, alors MySpace a très souvent essayé de relancer son réseau social en faisant des communications un peu jeunes, etc. Mais ça a pas souvent marché. Et là, pour le coup, les artistes, je ne sais pas comment ils vont avoir confiance encore en ce réseau social pour tout simplement uploader leur musique. Alors, je pense que la musique sur MySpace, c'est quelque chose qui malheureusement ne va plus trop se faire. Et je sais pas si MySpace d'ailleurs va rester très longtemps en vie. Dans les réseaux sociaux, il y a une tendance qui se fait depuis plusieurs années déjà, qui consiste à de moins en moins générer du trafic vers les sites, mais plutôt de tout faire en interne. Il y a notamment ce qu'on appelle le social selling, où on peut acheter directement sur un réseau social. Là, cette fois, c'est Google qui propose une expérience d'achat directement dans son moteur de recherche. Ça veut dire que vous recherchez sur Google et vous pouvez directement ajouter des articles à votre panier. Alors, il faut être partenaire de Google Shopping Action. Mais voilà, c'est donc ce nom, Google Shopping Action. Si vous rejoignez ce mouvement-là, vous pouvez être un vendeur, un e-commerçant. Du coup, vous pouvez collaborer avec Google pour que tout passe par le panier d'achat Google. Donc, peu importe sur quel site e-commerce vous allez, vous pouvez tout simplement ajouter sur votre panier Google et tout passer en une seule commande. Google, eux, se prennent une commission évidemment sur ce qu'ils vendent pour les autres, mais au final, ça implique quoi ? Ça implique que l'utilisateur n'a plus besoin d'aller sur différents sites. Tout simplement, il achète directement par le moteur de recherche de Google. En passant par Google Shopping Action, ça vous permet aussi évidemment d'être référencé quand vous êtes un e-commerçant sur les assistants vocaux et notamment la Google Home. Moi, ça me laisse plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup encore d'avoir un site e-commerce ou est-ce que ces solutions-là vont envahir tout ce qu'on appelle le social selling, ça va être de plus en plus important, que les gens n'iront même plus sur votre site. Et puis surtout, vu la force de Google, là où ça m'interpelle beaucoup, c'est qu'en est-il de Amazon et Alexa ? Parce que je trouve que la valeur ajoutée de Alexa par rapport à la Google Home, Alexa c'est l'assistant vocal d'Amazon, pardon. Et je me dis, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'Alexa si demain Google et son moteur de recherche qui est juste énorme, du coup, si on peut tout acheter juste en faisant en tapant des requêtes sur Google, quelle va être la valeur ajoutée de passer par exemple par Amazon, qui aujourd'hui est un moteur de recherche qui est vraiment utilisé, mais qui est vraiment utilisé parce que sur Google, on est obligé de taper ce qu'on veut acheter, puis cliquer sur les liens,
puis ensuite aller sur le site du revendeur, puis acheter, et on peut acheter que un par un, comme ça, on peut pas acheter sur différents. Mais l'avantage d'Amazon, c'est que c'est une marketplace qui rassemble plein d'acteurs, et du coup, on peut acheter que par un seul panier. Et pour le coup, ils sont très très bons là-dessus, Amazon, et c'est parfait. Mais si Google prend cette place-là, je pense que ça va faire beaucoup de mal à Amazon, et du coup, la valeur ajoutée de Alexa aujourd'hui, qui est de pouvoir commander avec sa voix, même si on l'utilise pas beaucoup et que ça marche pas forcément hyper bien, notamment en France, mais quelle va être la valeur ajoutée et quelle va être la suite pour Amazon. Actuellement, Google Shopping Action, ils ont quelques partenaires, hein, ils ont Auchan, Boulanger, Carrefour, Fnac Darty, voilà, donc c'est en test et on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut vraiment révolutionner le marché. Autre chose dans le social selling, il y a aussi Instagram qui teste actuellement aux États-Unis une fonctionnalité qui permet d'acheter directement sur l'application, par exemple un objet que vous avez vu sur une photo. C'est vrai qu'en général, aujourd'hui, par exemple, les influenceurs, ils mettent le lien de la marque et puis après vous allez sur le compte Instagram de la marque et ensuite vous cliquez dans la bio de la marque sur le site et vous essayez de retrouver l'article. Si l'influenceur évidemment n'a pas mis le nom de l'article dans sa description. Ça, c'est quelque chose qui se fait, qui fonctionne plutôt bien, mais imaginez que demain, vous puissiez directement acheter sur Instagram sans passer par le site du revendeur. Là aussi, Instagram, évidemment, se prend une commission dessus. C'est quelque chose qui va être une formidable opportunité pour les influenceurs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple aussi pour les internautes et par contre qui est très dangereux pour les marques. En tout cas pour les marques qui en tout cas capitalisent aujourd'hui sur leur trafic parce que quand vous faites ça, eh ben vous ne maîtrisez plus du tout votre tunnel de conversion, etc. Et ça nous rappelle aussi que Facebook, auquel Instagram appartient, Facebook avait déjà testé sa marketplace sur son réseau social, qui ressemble un peu plus à un Leboncoin qu'à un Amazon. Mais voilà, c'est vrai que le social selling, c'est aujourd'hui un sujet très important. Je pense qu'il faut le prendre en considération pour l'avenir, en tout cas, si vous êtes un e-commerçant, parce que c'est quelque chose qui va être hyper important, et comme il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic sur ces sites-là, enfin sur ces réseaux sociaux-là, si l'expérience utilisateur est plus simple, les gens ne passeront plus par un site e-commerce, mais ils passeront directement par ces solutions-là. Donc il faut d'ores et déjà être présent sur Facebook, sur Instagram, évidemment sur Google, etc. Et justement, on parlait de Facebook, mais Facebook, c'est vraiment le réseau social qui évolue toutes les semaines, parce que évidemment, ils n'ont pas que Facebook, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, etc. Mais Facebook, ils ont aussi Messenger, et Messenger, il y a des bots sur Messenger qui permettent notamment d'acheter. Cette semaine, ce qui a été dévoilé, c'est le bot de l'application Oui SNCF, enfin de la SNCF. Et vous pouvez aujourd'hui réserver un billet de train via Messenger, via le bot de la SNCF sur Messenger. Pour cela, il faut juste discuter avec le chatbot, vous donner votre carte de réduction, vous donner les horaires et les destinations, etc. à lesquelles vous voulez partir et où vous voulez partir. Et en fait, logiquement, vous êtes censé pouvoir acheter directement sur Messenger. Et si vous n'arrivez pas à acheter sur Messenger, ça vous renvoie vers un lien qui vous permet d'acheter sur le site de la SNCF. À terme, le but évidemment, c'est de acheter sur Messenger et c'est pas de passer par le site de la SNCF. Une autre fonctionnalité qu'il y a sur Messenger, qui est déjà testée sur certains téléphones Android, mais qui va être présent dès la prochaine mise à jour de Facebook, c'est les threads. Un peu comme sur Twitter, vous savez, on peut avoir des conversations qui répondent à un message, etc. Si vous utilisez WhatsApp, c'est pareil que WhatsApp, c'est-à-dire que vous pouvez répondre à un certain message pour pas perdre les gens, en fait, tout simplement quand il y a plusieurs sujets de discussion en parallèle, ce qui arrive assez souvent. Et je trouve que ça renforce un peu l'idée de Facebook de travailler sur les groupes, hein. Vous savez que Facebook mise beaucoup sur tout ce qui est groupe, bien plus que sur les pages, notamment les pages d'entreprise. Il mise bien plus sur les groupes. L'idée, c'est de rassembler des gens par communauté pour que les gens parlent plus, échangent plus, mettent plus de contenu tout simplement sur les groupes, parce qu'on met plus beaucoup de contenu sur son profil, mais on met de plus en plus de contenu, on poste de plus en plus sur les groupes.
Et il y a aussi notamment les conversations groupées, et c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir évidemment des sujets parallèles sur la même conversation. Enfin, moi, ça m'arrive très très souvent. Et faire ce système de threads, ça peut être très intéressant, pardon, justement pour que les gens restent de plus en plus sur Messenger pour échanger. Et Facebook, c'est une société qui évolue constamment, hein, qui a tout le temps des nouvelles idées, et c'est très bien. Mais Facebook, malheureusement, c'est aussi parfois des bugs. On avait vu la semaine dernière le bug, hein, qu'il y avait eu sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., où apparemment c'était dû à une migration de leur serveur. Ça, c'était dans le podcast de la semaine dernière. Mais là, Facebook, ils ont admis que il y avait des mots de passe qui avaient été stockés en clair. Alors, stockés en clair, ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas été cryptés, ils n'ont pas été protégés pour les rendre illisibles si jamais le site se faisait craquer ou autre. C'est une mesure de sécurité hyper importante qui est très courante. Alors, ça concerne que une centaine de mots de passe. Alors, on peut se dire que sur les 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook, c'est pas très très grave, mais voilà, faut savoir tout simplement que ça s'est passé. Ça veut pas dire non plus que ça a été piraté, hein, ça veut simplement dire que pendant un moment ils ont été stockés en clair. Et de toute façon, les personnes à qui c'est arrivé, si jamais ça vous inquiète, tout simplement vont être prévenues par Facebook. Ils vont leur envoyer une notification pour leur dire, voilà, de modifier leur mot de passe parce que ça se peut que son mot de passe ait été piraté. Mais ça rappelle quand même quelque chose d'hyper intéressant, enfin d'hyper important en tout cas, c'est qu'à partir du moment où vous allez sur une application, un site qui est gratuit, vous mettez vos données. Et si aujourd'hui vous ne voyez pas vraiment la dangerosité de mettre vos données sur Facebook, sur Google, Apple ou autre, sachez tout simplement que eux aussi peuvent faire des erreurs et que si erreur il y a, vous êtes dépendant d'eux pour tout ce qui est la protection de vos données. Et d'ailleurs, Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp, hein, qui depuis n'est plus chez WhatsApp depuis que ça a été racheté par Facebook, et puis c'est pas très bien entendu avec Mark Zuckerberg, c'était lui déjà qui était à l'initiative du hashtag delete Facebook quand il y avait l'affaire du Cambridge Analytica. Lui, il a renouvelé son discours un peu anti-Facebook devant les étudiants de Stanford. Il leur reproche plusieurs choses. Il leur reproche de monétiser les services, mais ça c'est comme Google et comme Apple, hein, il leur reproche de monétiser leurs services. Lui disait que le modèle commercial de WhatsApp, c'était tout simplement de faire payer $1 par an pour utiliser le service. Et que du coup, s'ils avaient 1 milliard d'utilisateurs, ils auraient $1 milliard par an, et que c'était largement rentable. Et ce qu'ils reprochent à Facebook, à Google, etc., c'est tout simplement de vouloir faire des milliards et des milliards et des milliards. Mais en attendant, moi je me dis surtout que faire des milliards et des milliards et des milliards, alors certes ça fait du gros chiffre d'affaires, ça fait du gros bénéfice, etc., mais ça permet aussi de se diversifier. Quand on regarde Google, il se diversifie dans la santé, il se diversifie dans la réalité augmentée, dans plein de choses. Ça permet quand même d'avoir de l'argent pour de la recherche et du développement, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et justement, quand je vous dis que Google se diversifie, ça tombe bien parce que cette semaine, Google, ils ont annoncé leur plateforme de cloud gaming qui s'appelle donc Stadia. Le cloud gaming, c'est quoi? J'en avais parlé, il me semble, la semaine dernière. C'est tout simplement une plateforme qui vous permet de jouer à un jeu, mais la puissance de calcul et les besoins graphiques sont côté serveur. Donc tout simplement, vous avez un ordinateur à distance auquel vous vous connectez, et du coup vous pouvez vous connecter avec un téléphone, une télé, ou un ordinateur complètement pourri. Et en fait, comme le jeu tourne sur un serveur qui peut être à l'autre bout du monde, avec des très bonnes capacités graphiques, un très bon processeur, etc., et vous avez simplement l'image qui est affichée sur votre ordinateur. Et du coup, vous pouvez jouer à des jeux hyper puissants avec un ordinateur, par exemple, complètement pourri, ou un téléphone. Dans le même style, il y a Shadow qui existe, hein, qui est français, qui a fait beaucoup parler de lui. Google avait dit qu'il sortirait une plateforme de cloud gaming. Ça y est, c'est sorti, ça s'appelle Stadia. Ils en ont également profité pour développer leur manette. Alors ça va être en 2019 aux USA et puis dans quelques autres pays, et puis après ça va se démocratiser de plus en plus.
Il y a également Snapchat qui se met sur le cloud gaming. Alors c'est assez étonnant de voir Snapchat là-dedans parce que c'est pour le coup ça a rien à voir avec ce qu'ils ont fait auparavant ou ce qu'ils ont toujours prôné. Mais voilà, c'est vrai qu'ils se sont fait beaucoup copier Snapchat, et là je pense que c'est une belle revanche qu'ils essayent de prendre. En cette fois, c'est eux qui vont essayer de copier les autres en faisant du cloud gaming. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est que des rumeurs, ça va être annoncé le 4 avril prochain. S'il y a quelque chose comme ça, pourquoi pas voir si Snapchat arrive à se sortir de la mauvaise passe, hein, parce que c'est pas en ce moment c'est pas la folie pour eux. Donc j'espère qu'ils vont réussir à se sortir de ça, et pourquoi pas avec un nouveau service, et cette fois c'est eux qui l'auront copié. Il faut juste être meilleur que les autres pour que ça passe mieux. Voilà. Donc bonne chance à Snapchat, et puis j'ai hâte qu'ils nous dévoilent ça donc le 4 avril prochain. Autre tendance 2018-2019, hein, le cloud gaming c'est évidemment une tendance 2018-2019, mais on en a parlé la semaine dernière, il y a aussi le stream. Le stream, notamment les plateformes de vidéo à la demande, hein, comme Netflix, on en a plusieurs autres, comme OCS, des choses comme ça. Et ben il y a Apple qui va sortir son service aussi vidéo. Alors le modèle d'Apple, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est pas d'avoir son propre contenu, de dépenser de l'argent pour développer son propre contenu comme fait Netflix, mais c'est plus de proposer des vidéos des autres services, et en fait pour ça, il faut s'abonner aux autres services, mais par la plateforme de Google. Et évidemment, Google prendrait une commission sur chaque abonnement à Netflix, à ACS, etc., Amazon Prime, tout ça. Alors, comment ils vont faire pour amener du monde? Dans l'idée, alors pareil, ce ne sont que des rumeurs parce que c'est pas encore annoncé, mais dans l'idée, ça serait de produire du contenu qui serait gratuit pour amener du monde dessus, et puis après, greffer greffer d'autres services dessus pour que les gens s'abonnent à ce service-là. Donc ça va être dévoilé lundi prochain, donc ça va être un peu un concurrent à Netflix, à Amazon Prime Video et autres. Mais c'est pas non plus tout à fait le même business model. Leur cœur en fait de travail, ça va pas être justement le développement de nouvelles séries et autres, ça va être simplement de proposer d'autres abonnements sur d'autres services. En tout cas, Netflix a été clair là-dessus, il ne participera pas au service de vidéo d'Apple. D'ailleurs, ils ont dit cette phrase: Apple est une entreprise formidable, nous voulons que les gens regardent nos programmes sur notre service. Donc voilà, Netflix, clairement, c'est les leaders sur ce type de service-là. C'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que imaginons que le service d'Apple marche super bien, Netflix aurait tout intérêt à gagner, ils auraient tout intérêt à y être, parce que tout simplement, ça leur rapporterait un trafic monstrueux. Après, ils émettent un peu des doutes sur le service d'Apple. Est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas? Et si ça fonctionne pas, Netflix, clairement, ils vont garder leur leadership sur le marché. Donc voilà. Je pense qu'ils prennent pas trop de risques, en tout cas à ne pas y aller, mais je pense aussi que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Et tiens, pendant qu'on parle d'Apple, Apple cette semaine ils ont dévoilé beaucoup de choses sans conférence. C'est pas il n'y a pas eu de conférence Apple, mais voilà, ils ont dévoilé au fur et à mesure par des communiqués de presse pas mal de choses. Il y a par exemple les AirPods 2 qui ont été annoncés. Ils sont affichés au même tarif que les anciens, les AirPods, si vous savez pas ce que c'est les écouteurs sans fil de Apple. Donc voilà, même tarif que l'ancien, 179 €. Ils ont une nouvelle puce qui décuple l'autonomie qu'ils ont dedans. Moi j'en ai des AirPods et voilà, l'autonomie je trouve qu'elle est plutôt bonne, mais c'est vrai que là c'est apparemment 50% de temps d'appel en plus, donc ce qui peut être pas mal. Voilà, et puis ils ont aussi sorti un boîtier de charge sans fil en option, ce qui ferait monter les AirPods 2 à 229 €. Donc voilà, c'est un petit boîtier c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez mettre votre boîtier pour recharger. Ça c'est plutôt pas mal, mais je trouve que c'est un petit peu cher.
Voilà. Ils ont aussi annoncé des nouveaux iMac qui seraient 2 fois plus puissants et les prix seraient entre 1500 et 6300 euros pour la plus grosse performance, enfin le plus gros setup que vous pouvez avoir. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur ces iMac, mais apparemment voilà 2 fois plus puissant, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant, notamment quand vous faites de la vidéo. Maintenant il y a la 4K, la 8K, etc. Donc évidemment, on a besoin de toujours plus de puissance pour faire ce type de vidéo là. Ils ont aussi annoncé des nouveaux iPads, donc le iPad mini qui a été mis à jour, et ils ont ressuscité l'iPad Air. Donc ça c'est un peu l'étonnement de tout le monde, parce que en général les gammes d'Apple sont assez simples, et puis là ça devient un petit peu plus compliqué avec cet iPad Air. Moi personnellement les iPads je m'y suis pas mal intéressé, notamment l'iPad Pro, mais pour le coup l'iPad Pro il a vraiment un prix conséquent. Là c'est vraiment des plus petits prix, c'est entre 459 € et 879 €. Donc, du coup, on a toujours le port jack, on a toujours un port Lightning, pardon, je vais réussir à le dire, et on n'a pas d'USB-C. Alors ça, c'est étonnant, parce que sur les iPad Pro, pour le coup, on a de l'USB-C, donc ça a montré une volonté d'Apple de passer sur quelque chose qui allait peut-être plus tard pouvoir recevoir un disque dur, ou d'autres choses comme ça. Là, non, c'est toujours le port Lightning, donc un peu étonnant. On a le processeur de l'iPhone XS 200 dedans. On n'a pas de Face ID. C'est toujours l'Apple Pencil de première génération, alors que sur l'iPad Pro, il y a l'Apple Pencil de deuxième génération. Et là, l'iPad Pencil de première génération, il faut décrocher le bout du stylo et le connecter dans la coche de l'Apple, de l'iPad. Donc c'est pas ouf, parce que du coup on a un stylo qui ressort de l'iPad, c'est vraiment pas très esthétique et pas très pratique, alors que sur l'iPad Pro vous avez une recharge magnétique, donc en fait vous collez votre stylo sur le bord de l'iPad. Alors il a été dit que c'est tout simplement pour garder un prix raisonnable qu'ils ont fait ça. Ils ont pas voulu changer trop de choses, parce que ça impliquait de changer le design notamment. Et changer le design plus faire une recharge magnétique, etc., ça aurait eu des coûts supplémentaires qui n'auraient pas du coup correspondu au marché, enfin en tout cas de ce qu'attendait le marché. Donc voilà, personnellement je trouve que c'est pas la folie les mises à jour et de ces iPads. Franchement je conseillerais pas de les acheter, ou alors tournez-vous plutôt vers un iPad Pro si vous avez les moyens, parce que là pour le coup c'est vraiment la folie. Là la mise à jour c'est juste pour rafraîchir un peu la gamme qui avait pas été mise à jour depuis un petit bout de temps, mais je trouve ça dommage parce qu'ils ont rien apporté de vraiment nouveau, voire ils sont restés sur des technos un peu anciennes, donc je trouve pas ça vraiment fou quoi. Sinon Apple ils ont annoncé aussi une grosse mise à jour sur Pages, Numbers et Keynote, c'est les outils pour qui correspondent à Word, Excel et puis PowerPoint sur Windows. En fait tout simplement c'est des mises à jour sur des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles avant, qui étaient disponibles sur Mac par exemple, mais qui n'étaient pas disponibles sur iPad. Ça montre aussi la volonté d'Apple de faire de plus en plus des iPads, de les faire devenir des ordinateurs. Il y a cette question qui se pose beaucoup: est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer un ordinateur ? Oui, si vous faites des choses assez simples. Non, si vous commencez à faire des choses compliquées, parce que vous êtes notamment bridé par l'OS de l'iPad Pro. Là, clairement, moi, pour l'avoir testé, il y a des choses qui me manquaient sur Keynote, par exemple, pour faire mes présentations, des petites fonctionnalités qui maintenant vont être mises à jour, donc je pourrais les faire sur l'iPad Pro. Donc ça pourrait être hyper intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y en a beaucoup qui disent que est-ce que l'iPad peut devenir un ordinateur ? Et il y en a certains qui répondent non, c'est mieux. Et c'est mieux pourquoi ? Parce que aujourd'hui, par exemple, sur Keynote, si vous voulez faire des transitions ultra personnalisées avec des formes ou des choses comme ça qui font des chemins très spécifiques, vous faites ça avec le trackpad et c'est hyper compliqué. C'est pas du tout précis, voilà. Mais si demain vous pouvez le faire avec un stylet et vraiment choisir ce que vous voulez faire, là ça peut être très intéressant. Et je pense que dans l'idée, Apple
ne veut pas que l'iPad remplace l'ordinateur. Enfin, si, il veut qu'il remplace l'ordinateur, mais il veut qu'il fasse mieux. C'est-à-dire qu'en pouvant toucher l'écran, en pouvant dessiner sur l'écran, vous pouvez faire des choses encore plus fous. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont mettre à jour. Donc là, ils ont mis à jour les logiciels, hein, enfin les applications du coup sur iPad. Mais moi, j'ai vraiment hâte qu'ils mettent à jour l'OS pour que l'OS soit plus fou qu'un ordinateur. Et actuellement, on est vraiment trop bridé par l'OS. Moi, c'est ce qui m'empêche de passer le pas. Mais j'ai vraiment hâte que j'espère que ça sera dans iOS 13. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que ça passe, quoi. Quelques actualités pour terminer ce podcast. Le tout premier supercalculateur Exascal américain d'Intel va sortir en 2021. C'est une machine qui a l'air assez prometteuse. Alors, c'est une machine hexaflopique qui sera capable en fait tout simplement d'effectuer près d'1 milliard d'opérations à la seconde. Donc en fait, ça va dépasser largement le plus puissant des supercalculateurs qui est actuellement en service, qui aujourd'hui fait 200 pétaflops de traitement de données, enfin de traitement d'exécution en tout cas de calcul. C'est 5 fois moins plus puissant que la machine Exascal que veut sortir Intel. Il sera livré donc en 2021, il devrait coûter à peu près 500 millions de dollars, donc c'est hyper conséquent. Donc on peut se dire, mais qui va acheter ça? Eh ben c'est le laboratoire national Argonne du département de l'énergie qui est près de Chicago. Donc l'idée, en fait, ça va être de faire tourner des applications évidemment bien spécifiques. Il va faire tourner des systèmes hyper complexes d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, comme il y a énormément de choix à chaque fois, de prise de décision, etc. Évidemment, il y a beaucoup de calculs à faire. Et l'idée, ça va être de pouvoir prévoir les changements du climat. Ça va être également de soutenir des recherches sur le cancer. Ça va être de pouvoir aider les personnes, enfin en tout cas prévenir que telle ou telle personne est sujette au suicide par exemple. Enfin voilà, ça peut être pour plein d'applications sur des logiciels ultra spécifiques pour ce type de machine qui est capable de réaliser des milliards et des milliards de calculs à la seconde. Les États-Unis, c'est pas les seuls à s'être lancés dans la course à la fabrication d'un supercalculateur. Il y a le Japon qui prévoit son modèle pour 2021. L'Europe, toujours un peu en retard, eux c'est 2022 voire 2023. La Chine, par contre, elle, toujours en guerre avec les États-Unis. Hein, ça fait référence à mon podcast de la semaine dernière. Mais eux, ils ont annoncé un supercalculateur de la même puissance pour les horizons 2020, donc dès l'année prochaine. Donc voilà, ça, pareil là-dessus, ça c'est en guerre aussi. C'est la guerre de la technologie et à voir ce que ça va donner, à voir l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Mais je pense que ça peut donner de très belles choses. Il y a, on avait parlé aussi dans le premier podcast du Galaxy Fold de Samsung, le Mate X de Huawei, et il y a Xiaomi qui a annoncé qu'il pourrait proposer son smartphone pliable à moins de 1 000 €. Donc l'idée de Xiaomi, toujours, c'est d'être sur une gamme de marché basse, voire moyenne, donc du coup à des prix raisonnables. Voilà, et d'ici 2 ans, Xiaomi aimerait bien proposer des smartphones pliables à moins de 1 000 €. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est assez cher, c'est plus de 2 000 €. Comment faire une semaine d'actualité tech sans parler d'Elon Musk? Évidemment, on ne peut pas. La semaine dernière, Elon Musk avait levé le voile donc sur sa Tesla Model Y à 35 000 $. Et cette semaine, Elon Musk a évoqué son pick-up électrique. Alors en fait, Elon Musk, il maîtrise très très bien les médias. Il sait comment faire réagir à partir d'un tweet ou quelque chose comme ça. Et voilà, je pense que le pick-up est une idée et quelque chose qui peut-être a déjà eu quelques prototypes, etc. en interne. Chez Tesla, je pense qu'on n'aurait pas encore à dévoiler ce pick-up électrique. En France ou en Europe, ça nous parle un petit peu moins. Aux États-Unis, les pick-up, c'est quelque chose qui sont assez modernes, assez intéressant, assez bien vu.
Donc ça peut être quelque chose qui va marcher. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai hâte de le voir en action. On va rester un petit peu dans l'auto. Je vous avais parlé il me semble que c'était dans le premier podcast, de la Lazarette LM 496, qui était une moto qui était censée pouvoir voler. On avait vu une vidéo où c'était très noir, on voyait pas grand chose, on comprenait un peu le principe, mais voilà. Mais là, ça y est, le créateur, hein, donc un Français, il a publié une vidéo de démonstration de la bête, de la moto. Et en fait, tout simplement, c'est une moto assez classique, et en fait, les roues se séparent, et du coup, ça se met à l'horizontale. Donc, il y a 4 roues qui se mettent à l'horizontale, qui en fait ont des turbines qui vont tourner très très vite et qui vont faire comme un drone et qui vont surélever la moto. Donc il y a une vidéo qui est sortie, si vous voulez aller voir, allez-y, c'est assez impressionnant. Et la moto arrive à se soulever du sol. Donc on voit pas du tout encore les tests de est-ce que on arrive à se déplacer avec, est-ce que c'est précis, etc. Je sais pas si c'est déjà pris en compte et du coup on peut le faire, ou si c'est que ils attendent un peu d'avoir ils vont dévoiler du contenu au fur et à mesure pour faire on va dire mousser les ventes, mais en tout cas voilà, la moto roule en tant que moto, elle se soulève du sol grâce à ses drones, etc. À voir ce que ça va donner, et je trouve ça assez impressionnant d'avoir des motos volantes. On a vraiment l'impression d'être dans le futur. Je trouve que c'est assez impressionnant. Alors après, pour ceux qui sont fans de moto et qui ont envie de l'acheter, sachez qu'aujourd'hui il faut dépenser 496 000 $ pour pouvoir se payer ça quand ça elle sortira. Voilà, la revue Tech, Marketing et Digital, c'est déjà terminé. Je vous invite à aller répondre à la question de la semaine sur mon Instagram, donc Alexis Pineaud, Pineaud Pineaud. Et je vous invite aussi évidemment à laisser un avis sur ce podcast si vous avez apprécié, à vous abonner. Qu'est-ce que je raconte, à vous abonner. L'avantage de laisser un avis ou de vous abonner, c'est que ça ne se fait qu'en une seule fois. Donc voilà, vous n'aurez plus besoin de le faire les prochaines fois. Et puis c'est gratuit. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc c'est beaucoup d'arguments qui font que il faut absolument que vous laissiez un avis si ça vous a plu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ça, c'est le plus important parce que ça vous permet aussi de savoir quand est-ce qu'un nouveau podcast sort. En général, c'est tous les dimanches soirs, parfois les lundis matins quand j'ai un peu de retard. Mais voilà, c'est toutes les semaines. Pour ceux qui n'utilisent pas forcément d'application de podcast, qui sont sur YouTube ou peut-être sur SoundCloud, mais qui veulent pas s'abonner parce qu'ils n'ont pas de compte ou autre, le plus simple, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast, donc si c'est sur YouTube, hein, c'est la description de la vidéo sur YouTube, et de vous abonner à la liste email. Voilà, vous avez une liste mail, et puis toutes les semaines, quand je sors le podcast, dès que le podcast est en ligne, tout de suite, c'est automatique, ça vous envoie un email en vous disant le podcast est en ligne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, moi j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.